deux dernières présentations. J'espère que vous vous êtes bien reposé les méninges pour la suite. On va changer un petit peu de cadre aujourd'hui. Là, on va parler de l'art et les bactéries. Donc, comment faire de la peinture vivante. Et cette présentation va être faite par Sébastien Zappa, qui est microbiologiste depuis 1997. Alors moi, j'avais 1 an en 1997, mais désolée. Donc, d'abord, chercheur en France, puis aux États-Unis. C'est aujourd'hui à l'Université de Montréal qu'il fait ses recherches. Et donc, on accueille, s'il vous plaît, Sébastien. Merci pour les présentations. Est-ce que je pourrais avoir le petit truc qui sert à faire bouger? Voilà. Alors. Ok, donc je vais vous parler d'art microbien. Vous connaissez cette image, hein, la jeune fille à la perle, à gauche et à droite. Et si je vous disais qu'il y en a une des deux qui a été faite avec de la peinture, ça ne va pas vous étonner, mais l'autre a été faite avec des bactéries. En l'occurrence, c'est celle à droite. Il y a 400 ans qui séparent ces deux représentations. À l'époque où l'original a été fait, on ne connaissait même pas l'existence des bactéries. Donc je vais vous raconter un peu comment est-ce qu'on peut arriver à faire ce genre de choses, assez joli. Autre chose, donc on va voir si vous avez suivi un peu les autres présentations. Maintenant, on va parler de Alexander Fleming. Il y a des gens, des illustres microbiologistes qui ont fait de l'art bactérien, en l'occurrence Alexander Fleming, parce qu'il n'a pas fait que sauver avec la pénicilline des centaines de millions de vies, entre 200 et 500 millions de vies. Il a aussi fait un peu d'art bactérien. Alors, personnellement, je pense qu'il est meilleur en sauvetage de vie qu'en art bactérien, mais c'est quand même... on peut préciser voilà, que c'est un des pionniers de l'art microbien. Un microbe. Avant de parler d'art bactérien, enfin d'art microbien, on va un peu définir ce que c'est que les microbes. On en a un petit peu parlé déjà. Si vous regardez Wikipédia, donc c'est un organisme unicellulaire qui ne peut être observé individuellement qu'à l'aide d'un microscope. Donc en fait, on parle de choses qui sont vivantes et toutes petites. Pour se resituer, donc si vous imaginez un cheveu, le diamètre d'un cheveu, c'est 1/10 de millimètre. Et donc là, je vais vous demander, à votre avis, en comparaison d'un diamètre de cheveux, une bactérie, il y avait les réponses avant dans les présentations d'avant, on va voir si vous vous rappelez. Est-ce que c'est à peu près pareil, plus petit, beaucoup plus petit? Donc, bon, on va couper les cheveux en 100. On est 100 fois plus petit. Okay, un rapport de 1 à 100, c'est, vous imaginez, un être humain allongé devant 3 terrains de hockey, c'est ça, voilà, ça fait 100 fois plus grand. Donc une bactérie à côté d'un cheveu, elle se sent aussi petite que vous et moi devant 3 terrains de hockey, quoi. Alors, on a besoin pour faire de la peinture, pour faire de l'art, en fait, on a besoin de peinture, on a besoin d'un pinceau, on a besoin d'un support. Pour faire de la peinture avec des bactéries, donc en l'occurrence qui sont invisibles, comment est-ce qu'on s'y prend? Bon, la peinture, en l'occurrence, je vous donne les réponses. On utilise les bactéries. Pour le pinceau, on utilise un bâton comme ça peut être du bois, ça peut être du plastique. Et le support, ça sera la boîte de pétri dont on a déjà parlé. C'est un peu le champ de bataille du microbiologiste qu'on utilise tous les jours. Donc c'est cette boîte en plastique qui fait une dizaine de centimètres de diamètre et qu'on remplit de milieux nutritifs sur lesquels poussent les bactéries. Mais j'ai toujours pas répondu à la question comment est-ce que l'on peint avec des bactéries. Donc en fait, voilà, peindre avec quelque chose d'invisible, on va utiliser le pouvoir, entre guillemets, le super pouvoir des bactéries de se multiplier extrêmement vite, parce que c'est leur nombre en fait qui vont les rendre visibles. Ce qui se passe, c'est que si vous avez, donc sur la boîte de pétri, vous avez le milieu nutritif, donc la nourriture pour bactéries. Si vous avez une bactérie, donc visible uniquement au microscope, invisible à l'œil nu, elle va se diviser. Alors ça change selon les espèces bactériennes, mais ça peut aller de 15 minutes à plusieurs heures. Et donc à chaque fois qu'elle se divise, en fait, elle va se répliquer à l'identique. On parle de clone. Donc on va partir d'une bactérie qui va en donner 2 identiques, 2 clones, et puis 4, et puis 8, et puis 16. On pourrait continuer comme ça longtemps, mais on va accélérer. À 16 clones, on ne peut toujours pas les voir à l'œil nu, bien sûr.
Mais si on accélère, à la fin, on en a, alors ça prend entre quelques heures ou une nuit en gros, on a plusieurs milliards de clones, tous groupés ensemble. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une colonie. Et ça, c'est visible à l'œil nu. Et alors, si je reviens dans notre perspective d'art, une colonie, c'est un point sur un support. Si je pars de plusieurs bactéries éparpillées sur ma boîte, j'ai plusieurs points. Et si j'ai des points rapprochés, j'ai une ligne. Et donc, si je suis capable d'avoir un support sur lequel je peux dessiner des points et des lignes, je suis capable de faire un dessin. Alors, ça peut ressembler à ça. Ça, c'est le genre de truc qu'on voit au labo. Alors, c'est de l'art, on va dire, un peu abstrait. En l'occurrence, il n'y avait pas de motivation artistique derrière ça. C'est juste une procédure qu'on utilise pour le travail, pour isoler nos mutants. Par contre, on peut s'amuser à faire de l'art comme ça. Alors, je vous laisse apprécier l'effort de l'artiste. On n'est pas la jeune fille à la perle, mais on n'est pas loin non plus. Enfin, ça va venir. Mais vous allez me dire, quand on fait de la peinture, c'est quand même pas mal d'avoir des couleurs. C'est bien le monochrome, mais les couleurs, c'est quand même sympa. Les bactéries sont naturellement très souvent colorées. Enfin, on parle de pigments. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une de ces grandes sources chaudes qu'on voit à Yellowstone. Alors, pour vous resituer, chaque petit point là que vous voyez, c'est une voiture. Donc, c'est vraiment énorme. Et toutes les couleurs que vous voyez, et à l'exception du bleu profond au milieu, mais tout ce qui est autour, entre le vert, le jaune, le orange, le marron qui tire sur le rouge, en fait, ça, ce sont des colonies bactériennes en fait, qui donnent ces couleurs-là. Si on revient à une échelle de laboratoire dans les boîtes de pétri, donc là, vous avez ces bactéries colorées. Donc ça, en l'occurrence, c'est une bactérie sur laquelle on travaille au laboratoire. Elle est capable de pousser en faisant de la photosynthèse, comme les plantes. Donc, elle utilise l'énergie de la lumière, en fait. Enfin, elle utilise l'énergie lumineuse pour la transformer en énergie chimique et pousser. Si on fait pousser cette bactérie sans lumière, juste en présence d'air, en fait, elle va respirer comme vous et moi. Et donc, on voit qu'elle n'a pas de couleur, ou très peu. En revanche, si on la prive d'oxygène et qu'on la met en présence de lumière, elle va être colorée. Elle fabrique des pigments qui vont lui servir à la fois à se protéger de la lumière ultraviolette qui est nocive, comme pour vous et moi, les CF, les coups de soleil, etc. Mais elle va aussi se servir d'autres pigments en fait, pour capter la lumière infrarouge et faire son énergie et se propager. D'autres exemples de bactéries colorées, alors, je fais attention de ne pas trop bouger. Celle-ci, très jolie, avec son pigment violet, la violécéine. Dans la nature, en général, quand on voit ce genre de choses, des couleurs, c'est qu'elles remplissent une fonction. Alors là, en l'occurrence, cette fonction, ça lui sert d'antioxydant, donc combattre le stress oxydant, et ça lui sert aussi d'antifongique, donc c'est une molécule qui va ralentir la croissance de champignons, des mycoses en l'occurrence. En effet, on trouve cette bactérie fréquemment sur le dos des salamandres. Et en fait, elle se nourrit en fait, de la peau des salamandres. Et en retour, en fait, elle protège la salamandre d'infections données par des champignons, grâce à ce composé violet. Un autre exemple, alors là, on est dans le cadre d'une bactérie qui peut vous rendre malade. Et en l'occurrence, elle utilise ce pigment rouge pour détourner en fait, l'attention du système immunitaire. Donc elle arrive plus facilement à s'évader en fait, du système immunitaire grâce à ce pigment. Autre exemple, alors, dans chacun des tubes, en fait, c'est la même bactérie que vous voyez, mais vous voyez qu'il y a une différence de coloration. Il y en a une qui est plus verte. C'est juste qu'en fait, quand on les fait pousser dans des conditions différentes, en fait, on va stimuler des mécanismes de ce qu'on appelle de séquestration du fer. La bactérie, dans ce cas-là, en fait, va synthétiser une molécule de couleur verte qui va lui servir en fait à assimiler le fer qu'il y a dans son environnement. Comme elle a besoin de fer, comme nous on a besoin de fer dans notre alimentation. Ça c'était pour vous présenter succinctement, parce que ça pourrait durer beaucoup plus longtemps, mais une palette de couleurs naturelles qu'on trouve dans la nature, je vous ai montré dans la nature à Yellowstone, mais aussi qu'on peut voir en laboratoire. On peut aussi créer des palettes de couleurs de façon artificielle. Chaque carré que vous voyez en fait ici, c'est la même bactérie. C'est juste qu'elle a subi des modifications génétiques qui lui donnent des couleurs différentes, une couleur différente pour chaque modification.
Comment est-ce qu'on s'y prend, en fait, pour faire ce genre d'opération? Imaginez que vous trouvez une anémone de mer violette très jolie et vous dites ah, cette couleur est magnifique, j'aimerais bien que ma bactérie ait cette couleur. Vous prenez l'ADN, la portion d'ADN où il y a l'information génétique qui contient la recette de fabrication de cette couleur. Vous l'introduisez dans une bactérie hôte et donc vous obtenez une bactérie modifiée qui produit cette couleur violette. Vous pouvez faire la même chose avec une méduse verte par exemple. Et vous obtiendrez donc à partir de la même bactérie hôte une méduse verte. Okay, c'est presque aussi simple que ça. Des fois, ça ne marche pas aussi bien, mais c'est presque aussi simple que ça. Si je vous ai choisi ces exemples d'anémones et de méduses, ce n'était pas au hasard, c'est parce qu'en l'occurrence, par exemple, on a au laboratoire toute une série de bactéries. Alors, la bactérie d'origine est incolore, enfin, elle est blanchâtre. Et en fait, en introduisant l'information génétique qui code qui est la recette de fabrication de ces couleurs qu'on trouve dans des coraux, des anémones, des méduses, on arrive à avoir cette palette arc-en-ciel à partir d'une bactérie incolore. Là, on a parlé beaucoup technique ou quoi, mais bon, on va essayer de revoir des choses un peu plus élaborées au niveau artistique, parce qu'on n'a pas vu beaucoup d'art. Donc là, voilà, je vous laisse admirer ces exemples. Alors vous avez le droit de manifester voilà, si vous trouvez ça beau. Hein. Vous voyez, toutes sortes d'influences, toutes sortes de couleurs. Donc alors après, c'est vraiment, il y a la limite, c'est seulement l'imagination de l'artiste et sa dextérité, parce qu'on voit que entre le bonhomme patatoïde et ça, il y a quand même un monde. Voilà, on peut faire des belles choses sur plusieurs boîtes aussi. Enfin, un exemple que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Alors là, dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que la forme, en fait, n'est pas vraiment donnée par l'artiste. C'est la bactérie elle-même, en fait, qui se déploie comme ça. Par contre, il y a un choix artistique sur le rendu des couleurs. Donc, on peut quand même... l'artiste n'est pas contenté de regarder pousser la bactérie, il a aussi participé. Un exemple que j'aime bien, c'est celui-ci. Alors, c'est une autre technique. C'est fait plus à base de pochoirs. Donc, en fait, l'artiste a pu multiplier le visage d'Albert Einstein dans ses boîtes. Avec la bactérie que je vous ai montré précédemment, qui avait ce pigment rouge qui permet de s'évader du système immunitaire d'ailleurs, enfin ça c'est pour l'anecdote. Et je vais terminer en vous parlant de ce qu'on appelle des collaborations artistiques involontaires entre humains et bactéries, parce qu'il se trouve qu'au cours de l'histoire de l'humanité, les humains ont fait de l'art avec des bactéries alors qu'ils ne savaient pas forcément qu'ils étaient en train d'utiliser des bactéries pour faire leur dessin. En l'occurrence, vous voyez, tout le panneau du haut, c'est à peu près 40-50 000 ans en Australie, des peintures rupestres. Les humains ont fait ces peintures, les bactéries ont poussé sur la peinture, ont remplacé la peinture, et c'est grâce à la présence de ces bactéries que ces vraiment très anciennes peintures nous sont parvenues. Là, on a un autre exemple. Là, en fait, vous voyez cette couche de vernis brune sur la roche. En fait, c'est une couche de bactéries. Et donc les humains en fait ont taillé la roche pour retrouver la couleur originale. Et dans ce dernier exemple, alors ouais, ça c'est à peu près 1000 ans, ça a à peu près 2000 ans. Et donc là, c'est les humains qui ont fait ça en fait sont allés chercher une pâte un peu rouge qu'ils trouvaient dans les lacs, qui se trouvait en fait être des bactéries. Et en fait, en l'avant chauffé, ils ont rehaussé la couleur, stabilisé la couleur et réalisé ces peintures. Donc voilà, c'est grâce aux bactéries en fait que cet art ancien nous est parvenu, et donc c'est encore un exemple de la longue histoire qu'on partage avec les bactéries, alors qu'on n'y prête en général pas attention. Et sur ce, je vous remercie. Je vais répondre à vos questions. Merci beaucoup Sébastien. On va passer aux questions. Moi, je suis très novice dans ce domaine-là, mais je me demandais, les œuvres d'art qu'on fait dans les boîtes de pétri, ça dure combien de temps? Une minute, une heure, une semaine, un mois? Pendant combien de temps est-ce qu'on peut les apprécier? Ça, c'est intéressant. En fait, alors le développement de la peinture se fait, il va être rythmé par le rythme de croissance de la bactérie. Donc, on va la voir apparaître en une nuit, typiquement, hein, une nuit, voire deux, selon les espèces bactériennes. Mais alors après, donc ce que tu poses, c'est plus la question de la conservation, en fait.
Et là, ça va être très variable, parce qu'en fait, si on laisse une boîte traîner, elle va sécher. Il y a des pigments qui peuvent se dégrader spontanément à la lumière, par exemple. C'est ce qui fait que c'est quand même un art un peu particulier, c'est parce qu'il est relativement éphémère. Alors il y a possibilité, alors par exemple sur le cas des visages d'Albert Einstein, je sais que l'artiste arrive à les mettre sous une couche de résine qui permet de stabiliser à la fois la masse bactérienne et la couleur. Mais dans l'ensemble, tout ce que j'ai présenté, c'est vraiment des choses qui sont en labo et qui sont éphémères. Donc j'ai envie de dire, c'est de l'ordre de quelques semaines qu'on peut les admirer. Vous avez parlé il y a comme une des slides que vous avez montré où c'est comme les bactéries qui ont poussé par elles-mêmes. Alors, ça devait être ça. Celle-là exactement. Est-ce Ouais. qu'il y a des façons de choisir des bactéries qui forment des patterns différents ou qui viennent construire l'art d'elles-mêmes? Alors, à ma connaissance, il y a quelques bactéries qui ont été décrites pour faire ce genre de pattern comme ça. Donc, il y en a qui font vraiment vraiment ce type d'arborescence. Il y en a qui vont faire plutôt ça ressemble à des pétales de fleurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont faire ces pétales seulement si on les mélange avec une autre bactérie. Toutes seules, elles ne le feront pas, mais il y a une sorte de synergie qui se fait. Et en fait, quand on les met à deux, deux espèces différentes, hein, elles vont se mettre à faire des pétales. Mais alors après, choisir la trajectoire, là j'ai plutôt envie de dire, elle fait sa vie et on est spectateur. Voilà. Et ça, a été décrit par des modèles mathématiques, des choses comme ça. Donc on dirait qu'il y a comme un déterminisme mathématique derrière tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on a un pouvoir de choisir le trajet de la bactérie, quoi. Merci pour la présentation. Est-ce que les artistes microbiens ont des méthodes pour réguler la croissance des bactéries, pour être sûr d'avoir un point et pas une tâche, typiquement? Bah en fait, la différence entre un point et une tâche est un peu subtile. Ça peut être. Là, j'ai pas d'autres exemples, mais c'est vrai qu'il y a selon l'espèce bactérienne qu'on va utiliser, on peut avoir certaines qui vont faire ce qu'on a appelé des points ici. Nous, dans notre jargon, on appelle ça des colonies. Il y a des bactéries qui vont faire des toutes petites colonies très bien identifiées, avec des bords très nets. Il y a des bactéries qui vont faire des colonies plutôt gluantes, qui vont avoir tendance à s'éparpiller un peu par elles-mêmes. Si je reprends cet exemple-là, il y a quand même une belle diversité de différentes bactéries utilisées, où on voit qu'il y a vous voyez là, derrière cette espèce de nuage là, qui a été faite par une espèce en fait qui fait des espèce de truc un peu filandreux que l'artiste n'a pas vraiment contrôlé. Ça s'est mis à pousser un peu comme ça. Alors que là, il y a des colonies qui sont beaucoup plus nettes, les petits points blancs, tout ça. Enfin, voilà. Donc ça va dépendre de l'espèce qu'on utilise, quoi. Enfin, en gros, hein, après, on peut jouer sur ce qu'on leur donne à manger, sur ce genre de trucs, mais... Je crois qu'il y a une question derrière. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'avais une question, mais je ne suis pas dans le domaine scientifique, donc désolée si c'est comme délicat. En fait, je me demandais, parce que vous dites, donc c'est ça, c'est vraiment des artistes, là, ceux qui créent ce genre de choses, mais ça reste comme lié comme aux bactéries. Donc je me demandais au niveau du financement, est-ce que vous êtes plutôt financé par le domaine scientifique ou par le domaine artistique? Est-ce qu'il y a comme une sorte de collaboration entre les deux? Alors, donc moi, je ne suis pas un artiste bactérien. Je fais des choses qui ressemblent à des patates, donc j'ai pas de financement pour ça. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça, c'est des chercheurs un peu comme les gens qu'il y a ici, qui s'amusent à faire ça, alors soit sur leur temps libre, soit parce qu'ils devraient faire des choses pour faire avancer, et ils décident plutôt de faire ça. Mais ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est pas, c'est assez spontanément. En fait, il y a beaucoup de ces photos, pas toutes là, mais qui sont donc l'ASM, l'American Society of Microbiology, qui, je crois, tous les ans font un concours d'art bactérien. Donc c'est ça.
Donc ça reste quand même de l'art, même si c'est très beau, hein, je veux dire, vous voyez, tout ça, c'est quand même magnifique. C'est des amateurs, entre guillemets, c'est des chercheurs qui s'amusent à faire de l'art, quoi. Donc là, dans ma présentation, j'ai voulu rester sur quand même quelque chose d'un peu léger, mais je sais qu'il y a des choses quand même beaucoup plus de l'ordre de l'art contemporain. Il y a eu des expositions au MoMA. Alors on n'est plus vraiment là, on n'est plus vraiment dans des boîtes de pétri avec des poissons et des fleurs. Il y avait j'ai souvenir de cette robe sur laquelle poussait une bactérie résistante aux antibiotiques. Des gens qui s'allongent en entier, le corps entier, dans de la gélose pour mettre en évidence certaines choses sur les bactéries qui sont sur le corps. Enfin, bon, là. Donc ça, c'est des vrais artistes, j'imagine, qui ont des financements. On n'arrive pas au MoMA comme ça. Mais là, je vous ai présenté des choses qui sont des choses beaucoup plus légères, où les gens ne sont pas payés pour ça. Voilà. Mais c'est chouette quand même, quoi.